Le chanteur pop Andy Gibb est mort aujourd'hui. Il était le benjamin des trois frères Gibb qui forment les Bee Gees. À seulement 19 ans, Andy Gibb est l'une des stars de la pop qui vend le plus de disques au monde. Andy Gibb a fait l'entrée la plus fracassante dans le hit parade dans la catégorie chanteur solo. Ses 3 premiers disques ont tous été classés numéro 1. Il était l'idole ultime de la pop, adulé par des milliers de jeunes filles aux 4 coins du monde. Il était beau, sexy et flamboyant. Il était fait pour la scène. C'était une star. Mais derrière l'image lisse du jeune premier se cache un artiste rongé par le manque de confiance en lui et la dépression. Je me fichais de tout, des gens comme de ma vie. Andy avait un succès monstre, mais il n'avait jamais eu confiance en lui. Le 10 mars 1988 au matin, soit 5 jours après avoir fêté ses 30 ans, Andy Gibb meurt. Le certificat de décès d'Andy Gibb conclut que la mort du chanteur est due à une myocardite, une inflammation du myocarde qui affaiblit le cœur au point qu'il devient incapable de faire circuler le sang. Pourtant, les morts de myocardite sont rares. Comment se fait-il qu'un homme en bonne santé par ailleurs ait pu mourir aussi jeune d'une insuffisance cardiaque? Andy souffrait-il d'une autre pathologie qui aurait pu le conduire à une fin aussi tragique? Je veux découvrir ce qui a réellement tué Andy Gibb. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. La myocardite résulte généralement d'une infection virale ou bactérienne, mais elle peut aussi être déclenchée par une maladie auto-immune, des toxines présentes dans l'environnement ou une mauvaise réaction à une prise de médicaments ou de substances illicites. En m'appuyant sur l'acte de décès, divers rapports et des témoignages de ses proches, j'espère réussir à dévoiler les circonstances mystérieuses et complexes de la mort d'Andy. 17 octobre 1987, au Love and Hope Ball de Miami. Six mois avant sa mort, Andy Gibb donne un concert retransmis à la télévision. Il s'agit d'une soirée caritative pour lutter contre le diabète. Mesdames et messieurs, Barry Gibb. Chaque année, Barry présentait le Love and Hope Ball. Une fois, il était allé jouer avec le groupe et Andy l'avait rejoint. Il participait souvent à des galas de bienfaisance. Si on peut faire un geste, même petit, c'est important. Quand Andy montait sur scène, il oubliait tout. Peu importe son état d'esprit. Juste avant, il redevenait Andy Gibb la superstar. Après 3 disques consécutifs classés en tête des ventes, Andy Gibb n'a pas sorti un tube en 5 ans, mais il apprécie toujours autant la scène. Sur scène, il pouvait aussi bien être le 4e Bee Gees, ou alors être Andy Gibb, la superstar à part entière. Ce gala de bienfaisance sera le dernier concert d'Andy. À en juger par la vidéo du concert en question, je vois qu'à 29 ans, Andy Gibb semblait parfaitement en forme, capable de livrer une performance avec énergie de bout en bout. Il ne montre aucun symptôme de myocardite. Il n'est ni essoufflé, ni fatigué. Mais bien souvent, la maladie peut se déclencher sans aucun signal avant-coureur. Pourtant, Andy Gibb cache un lourd secret. Il souffre de douleurs abdominales graves et très handicapantes. Les douleurs abdominales d'Andy auraient très bien pu être dues à une douleur à l'estomac passagère et sans gravité. Mais elles peuvent aussi être les premiers signes de problèmes cardiaques. Un cœur qui fonctionne mal envoie moins de sang dans le tube digestif.
ce qui peut provoquer des lésions et des ulcères. Ces douleurs à l'estomac étaient-elles un symptôme de la myocardite qui lui serait fatale? Andy Gibb naît en 1958 à Manchester, en Angleterre. Barbara Gibb, sa mère, est une chanteuse locale et Hugh, son père, batteur dans un big band à succès. Peu après la naissance d'Andy, ses trois grands frères, qui ne sont encore que des enfants, montent leur propre groupe. Lorsqu'Andy a 5 mois, toute la famille part vivre en Australie. Et les grands frères du petit Andy connaissent rapidement le succès avec les Bee Gees, les initiales pour Brother Gibbs. The Three Kisses of Love. Voici les Bee Gees. Mais l'enfance d'Andy Gibb n'est pas toujours facile. Les camarades de classe d'Andy lui menaient la vie dure. Parfois, ses parents le déposaient à l'école en Rolls-Royce, ce qui ne l'aidait pas à se faire accepter. Je n'avais aucun ami à l'école. Tout le monde se liguait contre moi. Par jalousie, je pense. Du fait que mes frères étaient les Bee Gees. Après sa 3e, il a dit « C'est fini, je n'y retourne plus ». Andy quitte alors les bancs de l'école pour marcher dans les pas de ses frères. Il adorait ses frères, c'étaient ses dieux, ses modèles, et il rêvait d'intégrer le groupe. La mère d'Andy l'encourage à fonder son propre groupe, Melody Fair, et devenir aussi populaire en Australie que le sont ses frères. La carrière de chanteur d'Andy est étroitement surveillée par ses proches, et notamment par son grand frère Barry, qui nourrit de grands espoirs pour le benjamin de la famille. À la fin de son adolescence, Andy ressemblait à Barry, c'était indéniable. Il chantait comme lui et il voulait devenir comme lui. De son côté, Barry avait davantage envie d'aider son petit frère que Robin et Maurice, parce qu'il se voyait en lui. Andy, c'était lui 10 ans plus tôt. Barry et Andy avaient un lien très fort. On pourrait dire que Barry avait plus d'ambition pour Andy qu'Andy lui-même. Pendant une tournée en Australie, Andy rencontre une jeune fille qui fait chavirer son cœur. Il a rencontré Kim Reader à 18 ans, elle en avait 16. Il a eu le coup de foudre pour celle qui serait sa première épouse. Barry encourage Andy et Kim, sa jeune épouse, à passer leur lune de miel dans la propriété de Robert Stigwood, le manager des Bee Gees. Stigwood était sans doute le manager le plus influent de l'Occident à ce moment-là. Le couple pensait venir passer des vacances et peut-être discuter de la future carrière d'Andy. Mais au lieu de cela, dès qu'ils sont descendus de l'avion, Stigwood a fait signer un contrat à Andy. Lorsqu'un magnat de la musique croit en un jeune artiste, il met tout en œuvre pour le convaincre et pour faire de lui la plus grande star possible. Andy Gibb avait beaucoup de talent, mais aussi une aura, une présence et le physique qui allait avec, sans compter qu'il avait aussi une voix. Ils ont planté Kim sur la plage et Barry a emmené Andy au studio en disant « On va t'écrire des chansons ». Andy et Barry Gibb se mettent à écrire et enregistrer des chansons ensemble. Barry est déterminé à faire d'Andy une star aussi célèbre que les Bee Gees. Lorsqu'Andy a compris qu'il allait enregistrer des chansons, il a dû être fou de joie. Barry ne lui a pas demandé d'être le 4e Bee Gees. Il lui a dit « J'ai confiance en toi, tu peux y arriver par toi-même ». La chanson d'Andy, écrite par Barry, « I Just Want to Be Your Everything », se propulse en tête des ventes de singles de l'année 1977 et détrône les Bee Gees du haut du classement. Tout est allé très vite pour lui. Les gens pensaient que le succès était arrivé du jour au lendemain. Mais en réalité, il avait toujours baigné dans le succès de ses frères. Novembre 1987, 5 mois avant la mort d'Andy Gibb. Lui et son grand frère Barry jouent au tennis non loin de la maison en bord de mer de Barry, en Floride. Il jouait au tennis et il m'a invité à passer quelques jours avec tout le monde. Il y avait beaucoup de tournois de tennis caritatifs à l'époque. On s'amusait bien. Mais Barry s'inquiète de voir son frère Andy repousser ses limites.
Andy avait souvent mal à la poitrine et du mal à respirer quand il jouait contre Barry. Les douleurs thoraciques et l'essoufflement d'Andy étaient peut-être simplement dus à l'épuisement, s'il faisait trop d'efforts sur le court de tennis. Mais cela peut aussi être plus grave. L'activité physique sollicite le cœur et il n'est pas rare que de jeunes personnes décèdent en faisant du sport, du fait d'une maladie cardiaque non détectée. La myocardite, notamment lorsqu'elle est causée par une infection virale, peut provoquer une cardiomyopathie dilatée. C'est la forme la plus répandue d'insuffisance cardiaque. Les personnes qui souffrent de cette cardiomyopathie présentent généralement des symptômes tels qu'une accumulation de fluide dans les poumons, rendant la respiration difficile. Seulement quelques mois plus tard, Andy Gibb meurt à l'âge de 30 ans. Je vois dans son dossier médical qu'Andy avait consulté un docteur à Los Angeles 3 ans avant sa mort pour des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Il a gardé cela secret. Ses parents n'étaient pas au courant, ni même son grand frère Barry. Ces douleurs thoraciques peuvent venir de simples brûlures d'estomac. Mais Andy était également essoufflé et souffrait de douleurs à l'estomac. Des signaux clairs qui indiquent que son cœur était en danger grave. J'ai également découvert autre chose dans la vie personnelle d'Andy qui aurait très bien pu menacer de le détruire dès lors qu'il est devenu une star. Andy se plaignait régulièrement de fatigue chronique. Il s'était même endormi à l'antenne au cours d'une interview radio en direct. Était-ce simplement dû à la pression qui pesait sur lui en tant qu'idole des jeunes ou un signe avant-coureur d'une maladie cardiaque qui finirait par l'emporter? En 1977, Andy sort son premier album solo, Flowing Rivers. Le succès est immédiat et l'album s'écoule à des millions d'exemplaires dans le monde. Lui qui n'était avant que le petit frère des Bee Gees, il est devenu cette superstar internationale. L'attitude des gens a complètement changé autour de lui. Imaginez, vous êtes quelqu'un de normal et subitement, les gens hurlent sur votre passage et vous regardent comme un extraterrestre. C'est un des inconvénients du succès. Un an plus tard, le chanteur sort Shadow Dancing, son deuxième album. Andy entame une tournée européenne éprouvante. Il parcourt 9 pays en 5 semaines pour faire la promotion de son disque. Il devait défendre son album tout seul. C'est une lourde responsabilité, qui peut être épuisante. Andy se plaignait souvent d'être seul sur scène. Ça l'épuisait. Au cours d'une séance photo, Andy s'évanouit. Il s'écroule inconscient. Andy était fatigué. Une tournée, c'est épuisant. Et quand on est si jeune, c'est difficile à gérer. Suite à l'incident, les 3 dernières semaines de sa tournée sont annulées. La raison de son évanouissement, l'épuisement. L'insuffisance cardiaque due à une myocardite peut provoquer une très grande fatigue. Le cœur, affaibli, pompe moins de sang dans le corps, ce qui rend la personne somnolente et léthargique. Il se peut qu'à l'époque, Andy en était au tout premier stade de la maladie qui allait le tuer, et que la fatigue chronique était en réalité le premier signe de son cœur affaibli. Mais il existe d'autres causes de fatigue chronique, comme la dépression. Elle peut conduire à l'insomnie, mais aussi à l'hypersomnie, une envie de dormir qui persiste tout au long de la journée. D'ailleurs, je vois qu'Andy évoquait ouvertement en interview ses problèmes de dépression. Je me fichais de tout, des gens comme de ma vie. L'origine de cette dépression, son succès foudroyant pour lequel il n'avait jamais eu à se battre. Tout lui était venu facilement et naturellement grâce à ses frères. Les Bee Gees avaient dû se battre pour tout ce qu'ils avaient. Ils avaient travaillé dur et goûté une réussite méritée. De son côté, Andy n'avait pas eu à se battre, mais il ne pouvait pas décevoir. On lui a offert sa carrière sur un plateau d'argent. Il n'a pas eu autant de sacrifices à faire que les autres artistes.
L'un des plus gros complexes d'Andy, c'est qu'il n'avait pas le don de ses frères pour écrire des chansons. Quand Andy et Barry s'enfermaient pour écrire une chanson, généralement, Andy restait assis tandis que Barry écrivait. C'est sûrement de là qu'est venu son énorme manque de confiance en lui. Andy disait toujours qu'en se regardant dans le miroir, il voyait une ombre, quelqu'un qui n'était pas accompli et qui n'avait jamais eu l'impression de mériter son succès. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur pensent que leur succès n'est pas mérité et qu'un jour, elles seront démasquées. Andy avait un tel besoin de se sentir accepté qu'il a dû imaginer que ça n'arriverait jamais. Il craignait que les autres ne le voient pas tel qu'il était. À mon avis, il avait l'impression de ne pas avoir fait ses preuves, d'être illégitime. Mais il était décidé à prouver sa valeur. Et à l'ère du disco, le succès planétaire de ses frères ne fait rien pour le rassurer. Si le groupe fait parfois monter Andy sur scène, c'est seulement en qualité d'invité occasionnel. Son plus grand rêve, c'était d'être le 4e membre des Bee Gees. J'ai toujours voulu faire partie des Bee Gees. Même aujourd'hui, je donnerais tout pour ça. Ses frères en avaient trop bavé pour lui ouvrir la porte en grand, comme ça. Ils étaient tout le temps ensemble. C'étaient les frères Gibb. Cela a dû être très douloureux pour lui de se retrouver à l'écart. Peu importe la différence d'âge ou les efforts qu'ils avaient accomplis sans lui, il devait forcément ressentir ce besoin d'appartenance. La dépression d'Andy et sa vie de star de la pop pèsent lourd sur sa vie personnelle. Son mariage avec Kim, alors enceinte de leur premier enfant, est en train de craquer. Ils étaient si jeunes tous les deux. Même à l'époque, je me demandais combien de temps ça allait durer. Parce que c'est un métier tellement dur. Et pour la femme d'un artiste, c'est très difficile à vivre. Andy l'ignorait, ne passait plus aucun moment avec elle. Il n'était jamais là. Alors un jour, il a dit stop. Elle est rentrée en Australie. Andy était tellement paumé que voir sa femme enceinte le quitter ne l'a même pas perturbé. Par la suite, Andy enchaîne les conquêtes. Où qu'il aille, il faisait tomber toutes les filles. Mais ces démons ne se sont pas envolés pour autant. En 1981, John Davidson, animateur de télévision, fait une surprise à Andy qui allait bouleverser sa vie. Il avait invité Victoria Principal. Quand il l'a vue, les yeux d'Andy lui sont sortis des orbites, comme le loup de Tex Avery. Il était tremblant, chamboulé, complètement sous le charme. Est-ce que vous avez tout de suite compris que si vous regardiez Dallas, c'était uniquement pour elle? Oui, dès que je l'ai vue. Vraiment? Oui. Merci. Ils sont tombés amoureux en un instant. Je m'en fiche de qui tire sur JR. Jouant le rôle de Pam Ewing dans la série télévisée Dallas, Victoria Principal jouit d'une gloire internationale. Très vite, son histoire d'amour avec Andy est sur toutes les lèvres. Les histoires de cœur entre stars du show business n'ont pas commencé avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Toutes sortes de magazines à sensations en faisaient leur chou gras. Et s'ils étaient à court d'histoires sur les couples de stars, eh bien, ils en inventaient. Il a emménagé chez elle le lendemain de leur deuxième rendez-vous. Ils ont vécu une histoire d'amour passionné. Andy semblait heureux avec Victoria Principal, mais il avait une forte tendance à la mélancolie et à l'autodépréciation. 18 mars 1982. Andy Gibb et Victoria Principal sont ensemble depuis un peu plus d'un an. Après une soirée de gala à Los Angeles, le couple se dispute sur le chemin du retour. On était tous les deux sous pression. C'était un rêve merveilleux, mais aussi un cauchemar par moments. T'es en train de détruire ta vie. Tu t'en fiches de moi et de toi aussi. Victoria donne un ultimatum à Andy. Ce dernier quitte la maison et il ne reverra jamais plus Victoria. La rupture de Victoria avec Andy a été très douloureuse pour lui. Il a eu le cœur brisé et ne s'en est jamais remis. Andy part se cacher pendant des semaines, encore obsédé par la femme qui l'a quitté.
mais le monde extérieur ne lui laisse aucun répit. Le plus difficile pour lui, c'est que les médias ne le laissaient pas tourner la page. À chaque interview, il l'interrogeait sur son couple. Ce qui m'a blessé, c'est qu'elle n'avait pas l'air de souffrir. Je trouvais ça étrange que ce soit moi, l'homme, qui me retrouve triste et vulnérable. J'ai vécu un enfer. Andy sombre dans une profonde dépression. Le chagrin est immense. Il était fou amoureux d'elle et il s'en veut. Et puis, comme c'est un introverti, il se renferme sur lui-même en essayant de surmonter ça tout seul. C'est sa manière à lui d'affronter la douleur. En 1983, sur le plateau de l'émission Give Me a Break, Andy trouve à nouveau l'amour dans les bras de l'actrice Carey Michelsen. Mais ses démons ne sont jamais très loin. Il m'appelait au téléphone en disant « Tu sais, j'ai traversé une période pas facile et je préfère que tu ne me vois pas comme ça. » Quand il était au plus bas, il ne voulait pas que je le voie. La dépression, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, perturbe l'appétit, l'humeur et le sommeil. Elle empêche de travailler ou de voir ses amis. Mais plus important encore, elle peut pousser les personnes qui en souffrent à développer une addiction à la drogue ou à l'alcool. Au vu des documents et de ses propres aveux, Andy luttait contre l'addiction à ces deux substances. Décembre 1987, Los Angeles. 4 mois avant la mort d'Andy Gibb. Après des efforts malheureux pour donner un nouveau souffle à sa carrière sur scène et à la télévision, Andy sombre dans un nouvel épisode dépressif. Depuis 5 jours, il reste muré dans sa chambre. J'étais très inquiet. À l'époque, le batteur Dennis Byron vit avec Andy et il décide d'intervenir. J'ai enfoncé la porte. Je suis entré dans la chambre et là, j'ai vu un chaos de fringues, de bouteilles partout. Il s'était enfermé dans sa chambre pour ne pas affronter le monde. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit de le laisser tranquille. J'ai dit non, je vais t'aider. Et là, j'ai eu un choc. J'ai vu qu'Andy avait une mitraillette. J'ai demandé ce que ça faisait là. Et il m'a dit qu'il collectionnait les armes, que ça l'intéressait. On a commencé à se bousculer. Il m'a poussé, je l'ai poussé. Puis il est parti de la maison en courant. Et il a pris sa voiture. Le lendemain, son manager est venu me dire qu'Andy me virait. L'abus d'alcool nuit au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Cela augmente la tension artérielle et oblige le cœur à pomper plus fort le sang oxygéné dans les organes vitaux. Avec le temps, une tension artérielle accrue ou hypertension fatigue le muscle cardiaque, qu'on appelle aussi myocarde. Le myocarde devient plus épais et rigide, ce qui réduit l'espace disponible dans les valves cardiaques. Dans le pire des cas, les personnes peuvent développer une cardiomyopathie alcoolique. Il s'agit d'une insuffisance cardiaque provoquée par les effets de l'alcool. Et si je me fie au rapport établi pendant les 2 dernières semaines de sa vie, la consommation d'alcool d'Andy était devenue incontrôlable. Février 1988, 4 semaines avant la mort d'Andy Gibb. Le chanteur s'est installé chez son frère Robin en Angleterre. Après avoir atteint le sommet du hit parade 3 fois de suite et la gloire internationale, le musicien a touché le fond. De plus, sa consommation d'alcool a pris des proportions inquiétantes. Contrairement à ses frères, Andy n'a pas réussi à surmonter ce que j'appelle la catastrophe, à savoir la mort du disco. Le sachant dans une passe plus que difficile, Barry, le frère d'Andy, parvient à lui décrocher un nouveau contrat pour un album. 1 mois avant sa mort, Andy a réussi, grâce à Barry, à signer chez Island Records.
Andy, qui craint de décevoir son frère, mais aussi son label, s'enferme loin du monde extérieur. Il y avait une fenêtre au premier étage près de l'escalier. Il s'asseyait à côté pour voir si quelqu'un s'approchait de la maison. Et si c'était le cas, il allait se cacher. Il refusait d'ouvrir la porte à Robin. Il ne répondait pas si les gens du label appelaient. Il buvait énormément, au point même d'avoir des absences. Il se croyait incapable de réussir, cette peur le paralysait. L'automédication à l'alcool va permettre à la personne d'oublier ce qui la ronge pendant un court instant et atténuer la douleur. Mais jamais l'alcool ne l'aidera à se sentir à la hauteur. Je vois dans son dossier qu'Andy buvait beaucoup pendant les dernières semaines de sa vie. Mais ce n'est pas tout. Il avait déjà un passif et avait reconnu sa dépendance à l'alcool plusieurs années avant sa mort. Les personnes alcooliques mettent leur système immunitaire à l'épreuve et ont souvent plus de risques de développer des infections, ce qui peut provoquer des myocardites et des insuffisances cardiaques. J'ai joué avec Andy pendant 2 ans. La première année, c'était super. Il débordait d'énergie. La deuxième, il a commencé à retomber dans l'alcool. En tant qu'ami, c'était dur de le voir dans cet état. Il est très probable que l'abus d'alcool chez Andy ait encore affaibli son cœur, qui était déjà en mauvais état. Pour une personne souffrant d'insuffisance cardiaque, comme Andy, l'abstinence est la seule solution pour donner une chance au myocarde de se rétablir. Je ne peux donc pas exclure l'alcool comme l'un des facteurs responsables de la mort d'Andy. Toutefois, je pense qu'autre chose a pu causer encore plus directement sa myocardite, une maladie cardiaque que j'observe parfois chez les jeunes toxicomanes qui sont accros à une drogue en particulier, la cocaïne. Mai 1977, Los Angeles. Andy Gibb, désormais riche et célèbre grâce à la vente de ses disques, est de toutes les fêtes à Los Angeles. Il commence à prendre une drogue qui s'est abattue sur la ville comme un raz-de-marée. Dans les années 70, on pouvait facilement trouver de la cocaïne. Andy a découvert la cocaïne et malheureusement, il a tout de suite adoré ça. Comme il avait de l'argent, il pouvait en acheter beaucoup et les gens aimaient passer du temps avec lui quand il en prenait. On m'a raconté qu'Andy s'amusait beaucoup à l'époque. Il aimait faire la fête. Quand les rockstars commençaient à gagner gros, ils avaient tendance à penser que le seuil de tolérance de leur corps augmentait à la hauteur de l'argent sur leur compte en banque. Un jour, il est venu chez moi. Il voulait me montrer quelque chose, le montant de ses royalties. Il y en avait pour $1 million. Plutôt sympa. Andy avouera plus tard qu'il dépensait $1000 par jour en cocaïne. La cocaïne devait lui procurer du plaisir, c'est certain, mais à très court terme. Le vrai problème restait l'acceptation de lui-même. Une forte consommation de cocaïne peut causer des dégâts catastrophiques et irréversibles. Ingérer de la cocaïne fréquemment est sans doute la pire chose à infliger à son cœur sur une durée prolongée. La cocaïne sollicite et fatigue tout le système cardiovasculaire. Dès qu'elle est ingérée, le cœur se met à battre plus vite et la pression artérielle augmente. Dans le même temps, la cocaïne rétrécit les capillaires et les vaisseaux sanguins. Le cœur est donc forcé de battre plus fort et plus vite pour envoyer le sang dans les organes. L'usage de cocaïne sur la durée peut aussi causer l'inflammation des couches du muscle cardiaque ou myocarde. Avec le temps, le muscle devient plus rigide et peut présenter des lésions, ce qui le fait travailler moins efficacement. Cela peut mener à de graves complications comme la cardiomyopathie ou l'arrêt cardiaque.
Une étude montre que dans 30% des décès liés à l'abus de cocaïne, les personnes présentaient une myocardite. Non seulement Andy était bien connu pour être un gros consommateur de cocaïne, mais j'ai aussi appris en lisant son dossier qu'il consommait également une autre drogue très addictive qui, lorsqu'elle est prise avec d'autres toxines, provoque des complications cardiaques, la méthaqualone. La méthaqualone est plus connue sous son nom commercial, le Quaalude. Comme beaucoup de consommateurs de drogue à l'époque, Andy Gibb prend régulièrement du Quaalude pour atténuer l'effet de redescente de la cocaïne. Pendant les années disco, le Quaalude était partout. Les gens sortaient en discothèque et prenaient de la cocaïne pour danser toute la nuit. Mais la cocaïne rend fébrile, alors ils prenaient un Quaalude pour contrer les effets désagréables. Et Andy en prenait beaucoup. Le Quaalude est un dépresseur du système nerveux central qui ralentit le rythme cardiaque et réduit la tension artérielle, provoquant un état de somnolence censé agir comme un somnifère. En restant éveillé, le consommateur ressent une certaine euphorie. Lorsqu'on le combine avec l'alcool, 2000 mg de Quaalude suffisent pour déprimer le système respiratoire au point que le cerveau finit par manquer d'oxygène. Bien souvent, cela mène à des comas. Ce mélange d'un sédatif très puissant avec un stimulant comme la cocaïne ressemble aux effets du speedball, le mélange de cocaïne et d'héroïne. Cela peut provoquer une détresse respiratoire et dans les pires des cas, la mort. Plus on prend de Quaalude, plus on se croit tolérant à la cocaïne. Cela augmente le risque d'overdose et les risques cardiaques. Le Quaalude est si dangereux qu'il a depuis été interdit aux États-Unis. Toutefois, je vais écarter le Quaalude comme cause potentielle de la mort d'Andy parce que rien n'indique qu'il en prenait à la fin de sa vie. Le plus intrigant, dans la mort d'Andy Gibb, est que le légiste britannique a indiqué l'absence totale de cocaïne et d'alcool dans son organisme à sa mort. Comment quelqu'un qui n'a pas consommé de drogue peut-il succomber d'une insuffisance cardiaque souvent associée à la prise de drogue? La myocardite est-elle réellement responsable de sa mort ou y aurait-il une autre raison à l'insuffisance cardiaque qui lui a ôté la vie? Andy Gibb, le petit frère des Bee Gees, meurt en 1988 à Oxford, en Angleterre, à tout juste 30 ans. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste reconnu dans le monde, se penche sur les circonstances de sa mort. Pour l'instant, j'ai appris qu'Andy Gibb souffrait depuis longtemps de fatigue chronique et de dépression, qui l'ont probablement mené à abuser de substances telles que l'alcool, le Quaalude et la cocaïne. Pour autant, ces facteurs psychologiques et les toxines chimiques en question sont-ils seuls responsables de la myocardite? Est-ce que la physiologie ou l'héritage familial d'Andy n'ont pas joué un rôle dans cette insuffisance cardiaque fatale? 1er mars 1988, Oxford, Angleterre. 10 jours avant la mort d'Andy Gibb. Le chanteur consulte un médecin près de chez son frère. Il se plaint de douleurs abdominales. C'est un bel homme de 30 ans, mince et en bonne santé. À première vue, rien ne cloche. Et comme il n'a jamais parlé de ses addictions, le médecin ne sait pas ce qu'il a. Chez les personnes atteintes de maladies cardiaques, les douleurs abdominales sont répandues. Un cœur faible n'envoie pas suffisamment de sang dans le tube digestif, ce qui peut provoquer des lésions et des ulcères douloureux. À mon avis, Andy présentait tous les symptômes classiques d'une insuffisance cardiaque. La fatigue, l'essoufflement, les douleurs de poitrine et les douleurs abdominales. 5 mars 1988, 5 jours avant la mort d'Andy Gibb. C'est le 30e anniversaire du jeune homme. Sa mère a fait le voyage depuis la maison familiale aux États-Unis pour le passer avec lui. Elle avait l'instinct maternel. Elle savait deviner quand les choses n'allaient pas. Ses frères Barry, Robin et Maurice ne savent plus quoi faire pour aider leur petit frère.
Andy s'était renfermé. Il était dans sa bulle et ses frères n'y avaient pas accès. Ils étaient à bout de nerfs. Ils pensaient que la solution, c'était de lui voler dans les plumes. Robin et Maurice ne sont pas du genre à s'épancher. Alors un jour, quand Robin dit à sa mère « Ne t'inquiète pas, ça ira », elle a tout de suite compris. Elle a pris le premier avion pour aller voir Andy. « 9 mars 1988, la veille de la mort d'Andy Gibb. Accompagné par sa mère, Andy est admis à l'hôpital John Radcliffe d'Oxford suite à une infection virale. Andy est allé à l'hôpital pour d'horribles douleurs à la poitrine. Sa mère était là. Elle voulait passer la nuit à son chevet, rester avec lui, comme dans les hôpitaux américains. Mais la règle est différente dans les hôpitaux anglais et elle a dû partir. Avant qu'elle parte, Andy a dit « On ne peut pas mourir de ça quand même ». Ce sont les dernières paroles qu'il ait dites à sa mère. « 8h45 le lendemain matin, le 10 mars 1988. Un médecin demande à Andy l'autorisation pour faire une analyse de sang. Celui-ci accepte. Mais lorsque le médecin se retourne, Andy Gibb est mort. Il avait encore tellement à donner au monde. Il avait la vie devant lui. C'est triste qu'il soit mort si jeune. Le chanteur pop Andy Gibb est mort aujourd'hui. Il était le benjamin des trois frères Gibb qui forment les Bee Gees. Quand j'ai appris la mort d'Andy, j'étais accablé de tristesse. Je n'étais pas au courant qu'il avait le cœur fragile. Il ne m'en avait jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais il gardait ça pour lui. L'acte de décès d'Andy Gibb indique qu'il est mort d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque souvent liée à la consommation de drogue. Mais l'organisme d'Andy ne contenait aucune trace de drogue au moment de sa mort. Le légiste de l'époque a conclu que l'infection avait provoqué la myocardite, en indiquant seulement qu'il s'agissait d'une infection virale. Cela aurait bien pu être un virus commun, comme une grippe. À ce stade, Andy consommait de la cocaïne et de l'alcool depuis des années. Son système immunitaire était probablement très affaibli, ce qui l'exposait davantage au risque d'infection. L'infection virale a dû accélérer l'inflammation cardiaque, mais je suis persuadé que son cœur était déjà très abîmé. Les médias ont tout de suite conclu à une overdose de cocaïne. Or, son sang et ses urines n'en contenaient aucune trace à sa mort. J'ai également découvert que les douleurs abdominales aiguës d'Andy peuvent apporter un autre éclairage sur les raisons de sa mort. La myocardite a-t-elle réellement tué Andy Gibb ou y avait-il autre chose présent dans son héritage familial qui aurait pu expliquer sa mort tragique? Janvier 1988, Floride. Malgré des problèmes d'addiction qu'il avoue lui-même au cours des derniers mois de sa vie, Andy Gibb est suffisamment sobre pour obtenir son brevet de pilote. Pour moi, c'est un argument de poids.
Obtenir son brevet de pilotage exige un degré de concentration et d'effort impossible si l'on prend de la drogue. Andy avait donc repris sa vie en main, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il avait tué? C'était vraiment tragique de voir qu'il était devenu sobre et que lentement, il faisait tout son possible pour reprendre une vie normale. S'il avait réussi à rester sobre, il aurait pu avoir encore 20 ans de carrière. Même si Andy était sobre, les personnes qui abusent de la cocaïne, même s'ils sont jeunes et qu'ils se sentent invincibles, ne se rendent pas compte des dégâts catastrophiques qu'ils infligent à leur système cardiovasculaire. La cocaïne a été sans nul doute un des principaux facteurs dans la mort d'Andy. Cependant, je pense avoir trouvé un indice du côté de l'héritage familial des Gibb, qui pourrait expliquer en partie ce qui est arrivé à Andy Gibb. En 2003, Maurice Gibb, le frère d'Andy, est mort d'une crise cardiaque due à une maladie rare appelée ischémie intestinale aiguë. C'est une torsion de l'intestin qui bloque la circulation du sang dans une partie du tube digestif. Chez Maurice Gibb, la torsion est intervenue proche de l'estomac. Par conséquent, une grande partie de l'intestin a été privée d'oxygène et il est mort. Les bactéries de son intestin ont traversé la cavité abdominale, ont pénétré dans le sang et ont provoqué un choc septique. En luttant contre l'infection, la tension artérielle de Maurice a chuté et son cœur s'est retrouvé à court de sang oxygéné, provoquant ainsi l'arrêt cardiaque. En 2010, Robin, son frère jumeau, a souffert des mêmes douleurs à l'estomac et on lui a diagnostiqué la même pathologie. Il a été sauvé par une opération d'urgence. Les mystérieuses douleurs à l'estomac d'Andy étaient-elles dues à la même pathologie congénitale que celle de ses frères? Les douleurs à l'estomac d'Andy, accompagnées d'autres troubles gastro-intestinaux et de fièvre, suggèrent qu'il souffrait peut-être de la même maladie que ses frères. Une torsion de l'intestin peut certainement provoquer des douleurs et de l'anxiété, mais il est peu probable que cela provoque une inflammation du myocarde. Sans autopsie complète d'Andy Gibb, ni d'accès à l'intégralité de son dossier médical, nous ne saurons jamais si Andy souffrait de la même pathologie que ses frères. Mais je pense pouvoir écarter cet héritage familial et génétique des causes possibles de sa mort. Ce qui est sûr, c'est que la myocardite due à une infection a provoqué une cardiomyopathie dilatée, autrement dit un arrêt cardiaque. Les ventricules cardiaques d'Andy se sont élargis, diminuant ainsi leur capacité de pompage vers le cerveau et ses organes vitaux. L'insuffisance cardiaque qui s'en est suivie l'a tué. Il va sans dire que sa forte consommation de cocaïne et d'alcool a beaucoup fragilisé son cœur. Mais il ne faut pas oublier que c'est la dépression qui l'a poussé à des conduites addictives. L'histoire d'Andy Gibb, c'est celle d'une vie d'excès et d'un immense talent gâché par la tragédie. Je suis toujours soufflé de voir le fossé entre le Andy que je connaissais et la description qu'en ont fait les journaux après sa mort. Mais c'est vrai, l'industrie de la musique peut vraiment faire changer les gens. On devrait se souvenir d'Andy, et d'ailleurs on s'en souvient, comme de l'artiste solo qui a fait l'entrée la plus fracassante dans le hit-parade américain. Ses 3 premiers singles ont été classés numéro 1. Même Elvis n'a pas réussi cet exploit. Il avait beaucoup d'amour à partager, à nous donner. Et cet amour ne s'éteindra jamais. Il ne faut pas uniquement garder le souvenir de quelqu'un qui se droguait. Certes, ça faisait partie de sa vie. Mais c'était avant tout un excellent musicien et un grand chanteur. On avait beaucoup d'affection l'un pour l'autre. C'était un homme extraordinaire.